Bonjour, aujourd'hui je vous invite à rencontrer une femme qui incarne la passion dans chaque pas qu'elle pose sur une scène et dans chaque épreuve qu'elle a traversée loin des projecteurs. Danseuse, créatrice, guerrière de l'ombre et de la lumière, scénariste, Julie Bruyère a fait de sa passion sa boussole, sa colonne vertébrale et sa planche de salut. Dans cet épisode, elle nous confie comment la danse l'a sauvée après la perte de son frère et comment elle a vécu la nuit du Bataclan. Plus qu'un parcours artistique, c'est un voyage dans la résilience et l'art de rester vivante malgré tout. Bienvenue dans le Hope Upon a Time de Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors ça va être compliqué avec toi parce que là on a fait comme une préparation d'1h30 d'interview, puis là tu me racontes encore des trucs. Bon, alors je ne sais pas comment je te définis, danseuse, scénariste, réalisatrice, créatrice. Ouais, il y a quelques casquettes, effectivement. Toi, si tu devais te définir, ce serait comment ? Je dirais aujourd'hui chorégraphe, metteur en scène et directrice artistique. Je vais partir plutôt dans cette direction-là, qui fait partie en tout cas de toute mon activité qui est très présente et actuelle. Alors justement, on va revenir sur ton parcours. De danseuse, tu as commencé toute petite, après tu as été au Lido, au Moulin Rouge, tu as fait des tas de choses dans ta vie, mais on va un peu comprendre comment la passion a guidé tes pas jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu fais de la performance artistique. Je crée des performances artistiques. Tu crées des performances artistiques. Pour des marques de luxe, ou des très beaux événements, des expositions, où je travaille avec tout type de danseurs, des circassiens, des musiciens, et c'est vraiment de la performance sur mesure pour ces belles maisons. Donc par exemple, c'est, allez, je suis une marque, bon on ne va pas en citer, mais je suis une marque de fringues haut de gamme. Ils viennent te voir en te disant, j'ai besoin quoi, pour un défilé de... Pour un défilé ou pour un lancement de produit, une ouverture de boutique, une exposition, quelque chose d'un peu différent, ou sur lequel ils vont communiquer et inviter leur clientèle, et également la presse. Ils vont me demander de leur créer une performance sur mesure. Alors évidemment, on discute de quelle direction ça peut prendre. Est-ce que c'est à travers la danse? Est-ce que c'est à travers le cirque? Est-ce que ça va être une performance qui va durer 1 heure, 15 minutes, 5 minutes? À quel moment de la soirée? Quel type de clientèle est en face? Dans quel environnement? Le lieu, la scénographie? Donc tout ça est adapté évidemment à tous ces différents paramètres et critères et contraintes. Et on aime bien les contraintes parce que ça permet aussi d'orienter la créativité. Parce que c'est un one-shot du coup à chaque fois. C'est un one-shot, ouais. Et c'est, je sais pas, par exemple pour une marque, aller 15 minutes de performance, ça va être combien de temps de boulot ? Ça peut aller entre alors déjà, souvent quand même, on m'appelle pas non plus 2 ans avant pour ce type de choses. Ouais. Ça reste un secteur, l'événementiel, où les choses, les décisions se prennent assez vite. Il faut, enfin tout se met en place à peu près 6 mois avant, et toute cette partie créative arrive un peu plus tard. Et je dirais, on est entre 1 mois et 3 mois. Et si on a un petit peu de chance, ça va être 6 mois de travail. Quand j'ai un peu de chance, 6 mois de préparation, quand je les ai, je suis ravie. Ouais, c'est ça, parce que j'allais dire, c'est presque pas énorme. Hein. Ah non, c'est pas énorme, mais c'est vrai qu'en plus, comme on le disait, c'est un one-shot, pas le droit de se tromper. Le travail en amont est énorme pour ensuite rentrer en studio avec les artistes et préparer, et évidemment travailler qu'avec des professionnels, ou en tout cas autant que possible pour justement... avoir un minimum d'espace à la faute ou au raté. On ne veut surtout pas ça. Donc on veut que ce soit parfait et impeccable, et qu'on puisse évidemment s'appuyer aussi sur toute une équipe de professionnels, que ce soit la lumière, la scéno, que tout soit hyper solide, la musique, enfin tout à tous les niveaux. Vous n'êtes pas beaucoup sur le secteur à faire, parce que l'événementiel, d'accord, mais de la performance comme ça n'existe pas. C'est la première fois qu'une boîte... Donne-nous le nom de ta boîte. Oneness Entertainment. Oneness Entertainment. Avec Hope Upon a Time, ça va bien. C'est pas mal. Hope Upon a Time présente Oneness Entertainment. J'aime beaucoup. Oui, on n'est pas nombreux, effectivement, et il faut quand même pas mal d'expérience pour pouvoir arriver à livrer ce type de performance.
Ouais, parce que tu dois rassembler tous les talents. C'est ça, mais aussi connaître les codes des marques. Ah ouais. Parce qu'on rentre, c'est pas juste tiens Julie, on te donne carte blanche. Bon, genre c'est Dior ou c'est Chanel, Exactement. Ça va pas du tout être le même état d'esprit. Ça sera pas la même histoire. Ou Hermès. Hermès, tu peux faire rentrer un cheval sur le plateau. Ah, tout à fait. N'est-ce pas? Absolument. Là, tu feras appel à eau. Exactement. Oui, chaque maison a ses codes, donc c'est très important même dans la performance de différencier en fait et de connaître les codes de chaque maison pour être au plus près, pour véhiculer le message au plus près de ce qu'ils veulent et de ce que représentent ces maisons. C'est là où c'est extrêmement intéressant parce que finalement c'est jamais la même chose. Et c'est ce que j'aime aussi. Ouais. On doit vraiment s'adapter à tout le storytelling d'une marque, à tout l'environnement et le produit lui-même. Donc du coup, tu englobes tous les arts, oui. Tout ce que tu aimes. Oui. La danse, ouais. la danse, mais la chorégraphie, tout tu peux fait. même La inclure mise en scène, de la peinture, c'est absolument. Un truc de... Ah ouais. Ouais, tout à fait, de la projection. Oui, on est sur. C'est à chaque fois des très belles performances et on peut dire ce qu'on veut des marques de luxe, il n'empêche qu'ils font travailler et ils permettent de faire de très belles choses. De faire de très belles choses et de pouvoir créer de très belles choses uniques dans l'instant qui sont retranscrits parfois en live sur leurs réseaux sociaux, immortalisés par des photos. Enfin, et tant mieux. Et c'est ce côté, ce caractère unique qui fait aussi la force d'un événement et qui amène l'émotion. Parce que ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est quelque chose... Alors, comment on amène l'émotion? Ah ouais, alors c'est là où je trouve que la performance... Alors peut-être que je suis peut-être mal placée pour dire ça, mais je trouve que la performance, en fait, amène toute une autre émotion lors d'un événement. Un événement peut être dans une scéno exceptionnelle. Tu veux dire que la différence, pour bien comprendre, la différence entre une performance artistique et un event tout court, la performance va amener l'émotion. Absolument. Ouais. Et ça, j'en suis convaincue. Il y a des scénos qui sont sublimes. J'adore les scénographes, d'ailleurs, c'est ce que c'est une des casquettes que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas. Ah oui, j'adore la scénographie, l'architecture en elle-même me fascine. Enfin, donc j'adore collaborer avec des scénographes. Et donc du coup, je suis en train parce que ça part dans ma tête dans tous les sens. Mais pour ramener l'émotion, effectivement, dans un événement, on a très belle scéno, une belle lumière, on peut avoir un très beau dîner et l'art de la table en fait partie aussi. Un chef exceptionnel où on va avoir une expérience culinaire fantastique. Mais finalement, à la sortie, ça va être un énième dîner. Il te manque un truc. Il manque le petit truc qui sera encore différent, même si le dîner sera évidemment différent avec le lieu, la table qui sera pas pareille, les clients évidemment et les gens qui seront là sont aussi différents. Mais ce que je veux dire, c'est que la performance en elle-même va surprendre, va peut-être parfois, je fais pas des choses pour provoquer. Je suis pas dans la provocation dans ce que je fais. Non, mais tu vas chercher quand même à toucher. Exactement. Je vais amener la poésie, je vais amener quelque chose d'élégant et je vais amener de l'émotion. Une des dernières très belles performances que j'ai pu faire était, alors, je sais pas ici. Si, vas-y, parce qu'en fait, marque ou pas. Oui, vas-y. Et puis en plus, on a envie de comprendre comment tu fonctionnes, même si après on va revenir sur tout ton processus, comment t'en es arrivé là. Mais justement, alors là, j'ai fait une de mes préférées pour Brioni, qui est une marque italienne. C'est ce qu'on appelle du quiet luxury. C'est le Hermès italien. Concrètement. Il travaille les matières, le cachemire, la légèreté, la finesse, les finitions. Tout est sublime. Ils sont pas du tout show-off. C'est comme Hermès d'ailleurs. Ouais, exactement. Et j'ai eu la chance d'être appelée par une agence à Paris. Je sais pas si j'ai le droit de dire les noms ou pas. Tu peux. Qui est la mode en image Mazarin Group. La personne, Émilie, qui m'appelle, me dit, écoute, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour toi. Je pense que tu connais tous ces codes. Le lendemain, on fait un rendez-vous avec le DA de la marque. Ouais.
Le surlendemain, je suis confirmée. L'événement était 1 mois après, donc je suis Waouh. partie en tunnel dans le truc. Il a fallu que je leur propose une DA. Mais là, du coup, par exemple, ton cahier des charges, c'est quoi? On te dit quoi? Alors là, on me dit, on veut une perf qui va durer toute la journée de présentation. Toute la journée? Toute la journée de présentation. Alors je leur explique, alors, ça va être compliqué. 8 heures, en gros. Alors c'était 5 heures. Ce qui est énorme. 5 heures, c'est énorme. Et là, je leur explique, je leur dis, vous savez, je ne peux pas avoir des artistes, c'est pas de l'art contemporain où on a les gens qui sont en train de se déliter comme ça sur une chaise. Je peux vous faire, mais c'est pas ce que j'ai envie de vous proposer. On va créer des événements, enfin des moments, des instants entre. En plus, c'était en Italie, c'était à Milan, dans un palazzo magnifique avec 3 espaces différents, une scène sublime. Enfin, tout était évidemment très beau. Et là, je leur explique, je leur propose de faire différentes perfs, mais une majeure qui faisait 8 minutes, et ensuite différentes perfs, et toute une rotation, c'est-à-dire que la perf majeure, on l'a refait, je crois, 5 fois. Et ensuite, j'avais 3 ou 4 autres tableaux avec un duo, un quatuor, bref, de faire une espèce de rotation comme ça, plus des solos. Donc 2 danses. Et donc 2 danses, c'était des danseurs, un casting franco-italien-chinois. Mais c'est toi qui les as castés? C'est moi qui ai casté tout ce monde en 1 mois. Écrit la choré, j'ai tout écrit, j'ai fait la mise en scène. Tu dors la nuit ou ça va? D'accord, Joker. je suis passionnée. Je suis passionnée. En tout cas, j'étais très inspirée. Et pour la faire courte, quand on a présenté la performance, donc c'était devant les journalistes à Milan lors de la Fashion Week au mois de janvier, et des journalistes ont pleuré. Ah ouais? Le CEO a pleuré. Le DA pleurait à chaque passage. Alors c'était quoi? Qu'est-ce que t'as montré à leur mettre un lien pour aller voir? J'imagine qu'elle est sur ton compte Insta. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que t'as montré? C'était quoi? Quel était le produit que tu devais mettre en avant? C'était toute la marque? C'était la nouvelle collection de la marque, qui en plus pour la première fois se faisait aussi une collection femme. Normalement, c'est une marque que d'hommes. Okay. Et là, j'ai pris que des danseurs néoclassiques qui venaient tous du classique à la base et qui avaient des expériences. Il y avait le soliste de l'Opéra de Rome et de l'Opéra de Lyon. J'avais des danseurs qui ont travaillé pour Franco Dragon. J'avais on va en parler de Franco Dragon. On va en parler, tu exactement. En parles souvent. Un niveau exceptionnel de danse. Une danseuse chinoise d'ailleurs qui maintenant est l'assistante de Damien Jallet. Enfin, que des trucs, mais ils sont arrivés des ovnis, tout ce casting. En 1 mois, tu as 1 mois pour monter ça, et on te dit, et toi, tu contactes ces mecs-là qui te disent oui. Qui me disent oui, exactement. Qui me disent dans oui. 1 mois. Voilà, tout à fait. Et que je propose aussi aux clients, le client aussi me fait confiance et par rapport à tous les gens que je leur ai proposés, donc me fait une sélection finale. Et là, derrière, je travaille également avec un sound designer au niveau de la playlist, enfin des musiques sur lesquelles je veux travailler. Tout ça avec un système de validation, évidemment, avec la marque. Mais je me souviens que la veille de commencer les répétitions à Milan avec les danseurs, je vois le DA et toute la maison Brioni et je leur dis, vous avez une envie particulière, vraiment, parce que là, j'allais rentrer à travailler Là, on est vraiment dans le processus créatif. Créatif, là, j'allais rentrer avec la matière. Quand je dis la matière, c'est les corps en studio et tout. Donc, j'ai besoin d'avoir les derniers inputs si vraiment le DA voulait quelque chose d'un peu particulier ou quoi, même si on avait déjà validé beaucoup de choses. Mais quand on rentre en studio, là, c'est le moment où on va rentrer dans la justesse de la création. Et là, j'ai ce DA qui me dit, mais carte blanche. Je te fais confiance à 100%. Mais alors, Norbert, merci beaucoup. Je suis très honorée et tout. Et là, j'ai sorti quelque chose. Mais alors, du coup, ça tu vas le chercher comment? Est-ce que la passion qui t'anime fait que tu es comme tous ces gens qui créent, d'un coup, tu as des flashs et tu commences à voir ton truc te dessiner et te dire, tiens, là, je pourrais faire. Et tout d'un coup, parce que tu pars aussi au début, quand tu dois créer un truc, tu dis, oh putain. Oui, puis j'ai pas un mois de création. Et tout d'un coup, là, il y a les planètes qui s'alignent. Mais qu'est-ce qui fait justement que tu vas amener l'émotion? Alors, déjà, c'est par le choix des artistes.
Il y a déjà des artistes eux-mêmes qui provoquent quelque chose. Qui provoquent quelque chose. Et là-dessus, c'est mon métier aussi, mais j'ai une hypersensibilité à ça et je sens quand les artistes sont justes ou pas dans ce qu'ils font. Dans le geste, dans l'intention du geste. Donc là, j'arrive à déjà sélectionner des artistes qui ont quelque chose de plus, ce que je considère quelque chose de plus. Et ensuite, effectivement, j'ai tendance à travailler à travers la musique. J'ai déjà mon cast en tête, même si je les connais pas tous. Je les ai castés sur vidéo ou sur photo, donc je les connais pas tous physiquement, mais je connais un peu quand même ce processus de cast vu que ça fait quelques années que je le fais. Et quand j'arrive en studio, déjà avant que j'arrive en studio, j'écoute 1000 fois les musiques. C'était quoi par exemple comme musique? Là, c'était un compositeur qui s'appelle Arthur Bison, qui crée beaucoup pour le cirque et c'est une musique très épurée, crescendo, et qui monte et qui a à la fois des notes aiguës de cordes et en dessous une basse qui t'emmène, et tout ça est extrêmement élégant. Absolument, complètement vibratoire. J'aime beaucoup ce mot. Ouais. Et je pense que, notamment en plus de la chorégraphie que j'ai fait construire, que j'ai commencé à visualiser en écoutant 1000 fois les musiques, mais aussi je réfléchis beaucoup à la construction dans l'espace, l'équilibre du plateau, la construction visuelle, et tout ça doit être juste, et tout ça doit correspondre également à la musique. Donc j'écris ce que je fais, en tout cas ça me rassure. J'arrive en studio, tu dessines ou t'écris? Alors je dessine pas, mais je décompose pour moi la musique. C'est-à-dire que là je me rends compte que j'ai par exemple 8x8 d'une... Ah oui, là tu fais la chorégraphe. Voilà, exactement. Là mais je le fais pour me rassurer en fait et pour essayer de gagner du temps, parce qu'encore une fois on n'a pas un mois de créa. Oh, c'est si et je dois être très très précise, et même dans mes décisions ça doit être très rapide. J'ai pas le temps de faire 50 fois le même truc aux danseurs. Ça va très vite. Ok, on fait ça, on arrête ça, non, on fait plus ça, on reprend ici. Et donc, je suis assez chirurgicale dans la manière dont je travaille, ce qui est bien aussi pour les danseurs parce qu'on ne perd pas de l'énergie. Ouais, c'est ça. C'est non-stop, on avance et on avance vite. Mais parce qu'en gros, tu travailles combien de temps avec les danseurs, tu les as avec toi combien de temps avant de créer cette perche? Je crois que j'ai fait 3 jours de répète pour créer les 5 tableaux, ce qui est très court. Ce qui est très court. Très court. D'ailleurs, je me suis dit, tu as été très ambitieuse là, ma Julie, quand tu t'as proposé ça. Mais on a réussi à le faire. J'avais une assistante aussi qui était super, une Italienne qui a été top. Et surtout, la matière. J'en reviens à ces danseurs exceptionnels. C'est comme un peintre. Sans leur muse. Sans leur muse ou sans même leurs pigments, les bons pigments, le tableau ne sera pas le même. Donc c'est une toile vivante créée et qui est créée pour générer de l'émotion. Ça coûte cher de créer une performance comme ça? Ça coûte cher parce que une ordre d'idée, c'est quoi? Allez, imaginons entre 5 à 8 minutes de performance, juste pour nous, pour savoir. Ouais. Ça va de combien à combien? Là, je ne saurais pas te dire, parce qu'en fait, est-ce qu'on englobe justement toute la préparation de la scénographie? Oui, toute la préparation. Si tu dis, voilà, demain, je veux réaliser une performance. Je n'aurais pas malheureusement le chiffre à te donner. 100 000, 200, 1 million Je pense qu'on est entre... selon la dimension, entre la petite fourchette, ça va être 50, ça peut monter à 150, 200, mais encore une fois, ça dépend du nombre de danseurs. Oui, c'est ça, parce que là, quand tu recrutes... Et puis ça dépend du niveau des danseurs, c'est comme tout type d'artiste, il y en a que tu vas payer plus cher, d'autres moins cher. Donc, il y a plein de... Pareil, est-ce que ça va être une composition musicale ou est-ce que c'est là, un titre encore différent. Donc c'est encore différent. Mais là, en un mois, c'est chaud patate quand même.
Donc, Faire la créa, ouais. c'est difficile de mettre un chiffre sur l'unique. Mais en tout cas, c'est pour ça que je dis que les maisons sont incroyables là-dessus, parce qu'elles ont les moyens de pouvoir créer quelque chose vraiment unique. Donc là, tu t'éclates. Ah bah là, c'est avec les contraintes que j'ai, évidemment, hein, Ouais. et le stress qui va avec. Hein, Oui, parce que quand même, à chaque fois, créer quelque chose, c'est quand même... faut pas se planter, quoi. T'as le cerveau qui est en ébullition non-stop et tu peux pas te permettre de te planter. Et sur ce genre de truc, je dors 3 heures par nuit, quoi. Ah ouais. C'est parce qu'il y a 1000 choses à penser. Quand on est en processus créatif, ça fuse. Il n'y a pas d'heure, en fait. C'est pas des heures de bureau, quoi. Ouais. Ça fuse en pleine nuit, ça fuse pendant Surtout une discussion. Excuse-moi, il faut que je prenne des notes. Alors, la petite Julie, elle a démarré à 3 ans et demi. Elle voit sa maman qui avait une association de danse. Tout à fait. Et elle se dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas de la danse aussi? Exactement, exactement. Donc, après Conservatoire de Saint-Étienne, tu refuses de faire sport-études, mais tu fais les deux en même temps quand même. Donc, comment on gère à cet âge-là le fait de faire 20 heures de danse par semaine plus l'école normale? Ouais. L'école normale, pas normale, hein, mais... Ouais, la scolarité normale, collège, lycée, tout à fait normale. Ouais, j'ai très honnêtement beaucoup de sacrifices, on va pas se mentir, pas une vie normale d'adolescente. Comme tous les sportifs de haut niveau, lorsqu'on a un objectif et qu'on est passionné, on se donne les moyens, sinon on ne va pas au bout de sa passion. Donc, et c'était à 3 ans et demi déjà, tu te souviens que tu voulais être danseuse? Ouais, et j'ai eu un flash. Comme tu disais, j'ai vu ma petite maman sur scène. Et pour résumer un peu tout ça, je viens d'une famille qui aime l'art et qui essaye d'apporter de l'art aussi autour d'eux, vu qu'elle est présidente de cette association depuis maintenant 45 ans. Donc très investie, très engagée. D'ailleurs, il y avait le gala il y a 2 jours, le fameux gala de fin d'année, où mon père également met la main à la pâte. Mon père était musicien, mon père a aussi cette fibre artistique, il peint un peu, il dessine, et du coup j'ai été élevée au milieu de tout ça, et ça a été une évidence pour moi de plonger là-dedans. Il n'y a pas eu de question, hein, ça a été très clair. Ouais, est-ce que tu crois d'ailleurs que si, quand on a des passions qui émergent très tôt comme ça, si on ne vit pas dans une famille qui finalement nous tend les bras pour faire ça, est-ce qu'on irait au bout de notre passion? C'est une bonne question. Tu vois, c'est une vraie... Il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a 2 jours, qui m'a dit, mais comment t'as aimé les chevaux? Je dis, je sais pas, je crois que je suis sortie du ventre de mes parents, mais j'ai dû tellement taper fort pour dire je veux monter à cheval et m'imposer, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout. Pour toi, finalement, ça a été beaucoup plus facile. Ouais. C'était OK, vas-y. Ouais, tout à fait. Et va au bout de ta passion. Exactement. Et c'est là-dessus où je serai éternellement reconnaissante à mes parents, parce qu'ils m'ont toujours soutenue. Ils se sont quand même pareil. Quand je dis moi j'ai fait des sacrifices, mais alors eux aussi. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ils m'ont amenée au conservatoire 5 jours par semaine, voire parfois un petit peu plus quand on avait des concours ou des événements un peu particuliers. Je viens d'une ville en province, à côté de Saint-Étienne. C'était une demi-heure de voiture pour aller jusqu'au conservatoire. Ouais, là, c'est un vrai sacerdoce. C'est un vrai sacerdoce. Ouais. Derrière, il s'asseyait pendant 1h30, 2 heures à m'attendre dans les loges avec un bouquin. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. On parle des années 90. Hein. C'était pas plus mal, hein, on lisait. Donc, il lisait. Et ensuite, on repartait le soir. Et donc, il se relayait. Un coup, ma mère, un coup, mon père. Ils ont fait ça pendant 10 ans. Donc, aujourd'hui, je me dis, si je suis parent, est-ce que j'arriverai aussi à être autant... Tu le ferais. Je le ferais certainement, mais je reste tellement reconnaissante du temps aussi qu'ils ont passé à m'accompagner. Donc tu fais le conservatoire, tu ne rentres pas au conservatoire de Paris parce que tu bifurques un petit peu. Oui, vers le mannequinat. Exactement. Mannequinat m'a tendu les portes jeune, je crois que j'avais 17 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, et je sortais du conservatoire, c'est allé très vite. Et puis j'ai pris la décision de prendre cette tangente parce que j'ai senti aussi mes limites. Je rêvais de l'opéra, mais je me suis rendu compte que j'étais trop grande. Je fais 1m80. Ouais, c'est vrai que t'es grande. Plus les pointes. Il faut le trouver le partenaire pour me soulever. Ah ouais.
Puis au-delà de ça, j'ai senti des limites, tendons d'Achille, le dos, enfin des différentes choses. On se casse quand même quand on est danseur. Ouais, quand même. Et c'est là où cette porte s'est ouverte et je me suis dit pourquoi pas, je vais aller découvrir un peu autre chose. Et j'ai encore une fois mes parents adorables qui m'ont dit tu veux faire ça, vas-y, on te fait confiance. J'avais même pas mon bac, j'étais en fin de première. Et là, pareil, je me dis, ils sont courageux quand même. Mais là, tu es allée frapper à des portes pour faire du mannequinat ou on t'a repéré dans la rue Parce que tu as quand même un chemin de vie un peu particulier avec des rencontres qui t'ont marqué. Oui, clairement. Où tout d'un coup, tu te dis, mais tiens, il est sur mon chemin et voilà quoi. Il y a eu des virages grâce à une rencontre. Oui, tout à fait. Là, encore une fois, j'allais dire ma petite maman qui fait ça dans mon dos, envoie des photos à l'agence Élite pendant que je suis en stage de danse dans le sud de la France. Et puis elle revient, je crois que c'était pour mes 16 ans ou mes 17 ans. Puis elle me dit, je rentre de mon stage, elle me dit, écoute, on va aller faire une prise de vue, un shooting chez un photographe pour l'agence Élite. D'où ça sort, j'étais tellement loin de tout ça. Et je me suis dit, allez, on y va, on se prête au jeu et puis on verra ce qui se passe. Et puis suite à ça, j'ai été sélectionnée, j'ai fait le concours Élite et j'avais un boulot le 3 jours après. Tout s'est enchaîné à toute vitesse. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, peut-être qu'il faut que j'essaye un truc. Faut que Donc ça fait ça combien de temps? 7 ans. 7 ans. J'ai voyagé pendant 7 ans. Au bout de 2 ans, j'ai passé quand même mon bac par correspondance. Ah ouais. Parce que je me suis dit, on va quand même pas rester... on ne sait jamais ce qui va se passer avec le mannequinat. J'avais bien conscience. En fait, je prends c'est marrant, c'est des carrières, des choix de carrière courtes, la danse, puis après le mannequinat, puis finalement... Donc j'ai toujours été très lucide, en fait, du temps court. Donc tu as toujours gardé dans l'état d'esprit qu'il fallait que tu aies de quoi vivre. Oui, exactement. Et surtout prévoir l'après. Quelque part, même si tu vas me dire, mannequinat, prévoir l'après, pas simple, mais en fait, si, finalement, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai découvert le milieu de la mode, mais essentiellement aussi de l'image. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc, ce qui regroupe aujourd'hui tout ce que tu fais. Exactement. La lumière, le travail de lumière, le côté aussi réalisation, parce que j'ai fait quelques pubs, donc d'être sur des plateaux de tournage, de découvrir tout ce monde, la technique, je trouve ça passionnant. En fait, dans ce métier, tout te plaît. Tout, oui, quelque part. Tu n'as pas juste été danseuse ou mannequin, c'est la globalité de ce que tu as fait tout autour. Parce que tu as fait tellement de choses. Après, donc, tu t'arrêtes le mannequinat ou c'est juste qu'on t'ouvre la porte du Moulin Rouge? Alors, je mets sur pause, je mets sur pause, oui et non, c'est-à-dire que je ne suis plus aussi investie dans le mannequinat que j'ai pu l'être pendant 7 ans, parce que pendant 7 ans, j'ai beaucoup voyagé. D'ailleurs, tu as mis de l'argent de côté. J'ai mis un peu d'argent de côté, mais finalement, c'est un métier pour lequel, moi, en tant que mannequin pur et dur, j'ai trouvé ma limite. J'avais besoin d'exprimer ma créativité. Ton corps ne parlait plus assez. Absolument. Je sentais que j'étais, pardon l'expression, mais un peu un porte-manteau. Il y avait un truc qui commençait un petit peu à m'ennuyer, personnellement. Après, il y a des gens que ça éclate et je respecte ça. Mais moi, je sais que venant de la danse et venant de cet univers créatif, finalement, je n'étais plus passionnée par la maquilleuse, le photographe, tout ce qui était autour, artistique plutôt que moi qui posais devant les objectifs ou qui était sur un catwalk en train de défiler. Ça me plaisait moins. Mais de par une rencontre totalement... C'est Franco Dragon que tu Alors, pas encore. D'abord, je rencontre un danseur qui était à l'époque soliste au Moulin Rouge, qui me tanne pendant un an en me disant t'es grande, tu sais bouger, tu as fait de la danse, faut que tu viennes. Et pendant un an, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire au Moulin Rouge? Est-ce que tu avais continué à travailler ton corps? Parce qu'en fait, la danse, où c'est atroce, c'est que, tu vois, ma fille a fait de la danse pendant 9 ans. Comme tu dis, je l'emmenais 3-4 fois par semaine à la ville qui était à 15 km, j'attendais. Et du jour au lendemain, elle m'a dit « Maman, j'arrête ». Je dis « Non, mais c'est pas possible ». Et là, aujourd'hui, quand je la vois essayer de mettre ses mains par terre, c'est juste impossible. Tiens, j'ai tout perdu. Donc, comment on revient à un niveau, parce que le Moulin Rouge, c'est d'une exigence de malade. Oui. Ah oui, je te le confirme. Écoute, alors, pendant ces 7 ans, j'ai arrêté complètement la danse. J'ai fait un rejet.
Je suis un peu comme ça. Je sais pas, c'est mon signe astrologique. Tu tournes les portes. Exactement. Je tourne les pages. Je vais au bout d'un truc jusqu'à presque mon écœurement. Ouais, un écœurement. Je passe à autre chose. Puis après, il me faut ce temps presque de healing, de cicatrisation, je sais pas, pour revenir à ça avec plus de paix et je sais pas. Je fonctionne un peu comme ça. Et là, finalement, il m'aura fallu tout ce temps où j'ai complètement rejeté la danse, où j'ai fait beaucoup d'autres sports. J'ai découvert la capoeira, le yoga, des choses que j'avais jamais fait. Tu n'avais jamais eu le temps de faire. J'avais jamais eu le temps de faire. J'allais en salle de gym, je courais, des trucs que je faisais un petit peu avant, mais pas plus que ça. Donc tu étais quand même en forme physiquement? Donc j'étais en forme, mais plus du tout au niveau que j'étais à l'époque quand je sortais du conservatoire en danse classique avec les pointes, où tu as les muscles très longs, t'es à la fois souple et solide en même temps. Donc j'étais plus comme ça. Mon corps aussi avait un peu changé. J'étais devenue plus femme aussi. J'avais pris quelques années, entre 16-17 ans et 24 ans. Il se passe des choses dans le corps d'une femme aussi. Et le Moulin Rouge, finalement, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai pris 3 cours de classique en 2 semaines avant de faire cette audition. Je pouvais plus marcher pendant 3 jours. À chaque fois que je sortais des cours, j'étais cassée. Parce que quand on te fait passer une audition au Moulin Rouge, c'est quoi? On te demande de faire quoi? Alors, l'audition, c'est une audition qui est à la fois technique et à la fois de style de danse. C'est-à-dire que, comme le Moulin Rouge, c'est quand même le temple du French Cancan. Bah ouais. Il y a évidemment tout ce que j'appelle la partie technique, c'est-à-dire qu'on nous fait faire des écarts, des roues, des battements, pour voir notre souplesse, notre rapidité, notre agilité, notre force aussi. Et puis à côté de ça, il y a toute une partie chorégraphie qui est plus street jazz, ça dépend, il y a des passages plus classiques. Pour voir si tu es capable d'enchaîner et si tu as le rythme dans la peau, quoi. Exactement, puis si tu as tous les styles un peu finalement et que tu peux coller à tout ça, ou que tu as le potentiel, après on est modelable, si je puis dire, les danseurs, mais ils veulent voir déjà jusqu'où ils peuvent, jusqu'où notre potentiel est là en fait. Et cette audition, on était 80. J'y suis vraiment allée en me disant, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et tu as été prise. Et j'ai été prise. On était 3 à être prises, une Russe, une Anglaise et moi. Mais attends, parce que quand tu n'as pas fait de grand écart, j'ai une question cool, mais tu n'as pas fait de grand écart pendant 7 ans, comment en 3 jours tu réapprends à faire le grand écart? J'avais un peu de reste, je pense. Je pense que j'ai un corps quand même qui a une mémoire. On parle de la mémoire corporelle. Là, par exemple, tu me fais le grand écard. Ah oui, je pourrais le faire, là, oui, tout à fait. Bon, j'ai un jean, mais oui, j'ai une mémoire corporelle, c'est encore là, quoi. Ouais. Après, tout ce qui est battement, là où j'avais une vraie facilité de développer, il a fallu la retrouver. Ça a été un travail... Mais donc, tu as tout ce que tu as fait, et peut-être toutes ces années de danse que tu as fait de 3 ans et demi à 17 ans, ont forgé ton caractère, ta résilience, ton côté carré aussi, pour te permettre, ta discipline, d'accéder à ça. Tout à fait. Donc là, tu rentres au Moulin Rouge pendant 8 ans. Alors, Moulin, j'ai fait 3 ans. Ah, mais après, c'est le Lido, donc en tout, tu as fait 8 ans. En tout, j'ai fait 15 ans. 15 ans. Donc 15 ans où tu me racontais, donc 15 ans. Alors là c'est toi qui as fait un propre sacrifice sur ta vie, où tu n'as pas de vie, parce que c'est 2 shows d'1h30 par jour. Moi, j'ai halluciné quand tu m'as raconté ça. Et 6 jours sur 7. Pendant 15 ans, 6 jours sur 7. Alors, c'est quoi la vie d'une danseuse du Moulin Rouge et du Lido? Qu'est-ce qui fait que tu restes? Qu'est-ce qui fait que tu kiffes au point de sacrifier ta vie? Enfin, ta vie, c'est pas un sacrifice du moment où c'est ta passion, mais dans le sens où tu n'as pas de vie à côté. Tu n'as pas de vie à côté parce que tu travailles donc tous les soirs, où normalement les gens vont dîner avec leurs amis, son anniversaire, partent en week-end. Nous, vendredi, samedi, dimanche, on est sur scène. Noël, sur scène. Le jour de l'an, sur scène. Toutes les grandes fêtes, la Saint-Valentin.
sur scène. Pas d'amoureux? C'est fou. Donc, c'est vrai que mon anniversaire, sur scène. T'invites tes potes dans la salle. Donc, voilà, il y a des fois... Alors ça, c'est chouette, effectivement, quand on a la famille, les amis et tout qui viennent nous voir. C'est toujours super touchant. Et c'est peut-être finalement ce qui nous crée le plus de stress, plutôt qu'une salle d'inconnus. Exactement. Ça va être une personne sur scène qui va nous faire un peu trembler, quoi. Mais la passion nous tient. Ça reste des métiers d'exception. Ça reste assez incroyable de faire partie aussi du patrimoine français. Ah, ça c'est... Oui. Le Moulin Rouge, le Lido sont des maisons, sont le patrimoine français. Le French Cancan aussi est en train de... Il se passe des choses au niveau de l'UNESCO avec le French Cancan qui sont en train de se préparer, donc dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que patrimoine immatériel, je crois qu'ils sont en train de monter les dossiers pour essayer de mettre ça au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On est en train de... Là, je suis en train de te faire une petite... mais je ne sais pas si c'est bien que je le fasse, que je le dise, mais bon, pour dire à quel point le French Cancan, quand j'ai voyagé à l'époque, j'avais un petit peu de vacances et je disais Moulin Rouge, que ce soit des Mexicains, des Américains, tout le monde connaît et tout le monde a des étoiles dans les yeux. Quand on ouvre, quand le rideau s'ouvre et qu'on est sur scène, on a la chance de quand même voir une partie du public sur le parterre. Les gens ont la banane, les gens ont des étoiles dans les yeux, les gens sont heureux d'être là. Bah, rien que ça, en fait, ça nous fait du bien. En fait, ça te porte tout le temps. Ça nous réconforte, exactement. En fait, de savoir que tu vas te donner du plaisir aux gens et de se dire qu'ils vont sortir. C'est ça. Surtout dans des périodes où c'était un peu morose. Tout à fait. Et la scène, pour ça, on fait des métiers, les artistes, quels qu'ils soient sur scène. Évidemment, on prend du plaisir pour nous, mais on est là surtout pour donner. On donne beaucoup et on a envie de faire du bien aux gens. Les gens, on a tous des problèmes, quels qu'ils soient dans nos vies. Les gens, quand ils arrivent dans ces maisons, ils laissent leur bagage, si je puis dire, au vestiaire, à tous les niveaux. Et une fois qu'ils passent la porte du cabaret, ils sont plongés dans un monde, c'est une immersion dans laquelle ils oublient tout pendant 2 heures. Alors, ce qui est marrant, c'est que je t'ai posé une question que tout le monde se pose aussi. C'est French Cancan, Lido, est-ce que c'est pas un peu la femme objet? Et tu m'as dit justement, mais non, surtout pas. Surtout pas. Non, on était tous sauf des femmes objets. Ces maisons, justement, on a la chance d'être en France, où on a le droit de danser en tant que femme. Ouais, ça c'est tellement ce qui n'est pas important. le cas dans tous les pays. Et surtout, la femme, surtout dans ces maisons, la femme est mise en avant, est célébrée. Et, tout est beau en fait dans ces maisons je cherche mes mots, mais tu m'as dit même les costumes. Tu m'as dit tous les jours entrer dans ces costumes qui sont faits à la main, qui sont faits de perles, de choses exceptionnelles. Rien que ça, c'est un bonheur de ouf, quoi. C'est une célébration du corps féminin, de la femme. C'est de la haute couture. C'est de la haute couture, en fait, de ce qu'on porte, mais qui, en plus, étudie à être lavé. Qui n'est pas le cas, forcément, de la mode. Enfin, en tout cas, pas de cette manière-là. Bien sûr, évidemment, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, sur scène, on transpire dedans. Donc, il y a des petites mains ingénieuses et extrêmement douées en backstage, qui recousent, qui remettent la perle, la plume, c'est des métiers d'art. C'est ce que tu me disais, hein, en fait, on pourrait imaginer que le Lido et le Moulin Rouge, c'est un peu comme une grande famille de cirque. C'est-à-dire que vous êtes... Il y a combien de personnes qui travaillent en coulisses sur... On est entre la scène, les coulisses, parce que sur scène, on a une 60aine d'artistes, plus derrière, il y a une 20aine de techniciens, plus il y a une 20aine d'habilleuses, plus derrière, il y a toute la partie... C'est une énorme famille. Ouais, la partie service, la brigade de la salle. J'ai pas les chiffres, mais en tout, plus le management, plus c'est entre 200-250 personnes qui bossent dans ces maisons. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Et comment, en quelques mots, parce qu'après j'aimerais qu'on parle du Bataclan aussi,
Comment tu tiens physiquement pendant 15 ans comme ça? Alors là, il y a quand même un peu justement de discipline et de rigueur. Je me couche pas tard. Enfin, je me couche pas tard, 2 heures du matin. C'est minimum 2 heures quand même. Oui, donc bon. Mais en essayant déjà de s'hydrater beaucoup, boire beaucoup d'eau, parce que ça, c'est le secret pour tout le monde. Et surtout avec ces chaleurs. Mais pour tout le monde, de l'eau. Ensuite, c'est dormir. Malgré tout, même si on se couche à 2 heures, il faut trouver au moins 6-7 heures de sommeil. Une vraie, trouver une nuit récupératrice. La sieste, plus j'avançais, je faisais toujours des siestes avant d'aller en scène. Mais ce qui flingue un peu le biorhythme, l'horloge biologique. Mais pas le choix. Sans cette sieste, la soirée était un peu longue. Et puis ensuite, l'alimentation. Trouver véritablement, chaque corps est différent, c'est de trouver le bon rythme et son alimentation qui te correspond. Donc ça, moi je sais que je faisais un vrai repas, j'étais complètement décalée, à 17h. Pour moi, c'était mon lunch. Oui, parce qu'après, tu avais ton show à 18h30. Le show était à 21h. Et après, le deuxième? À 23h30. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, mais comment je vais faire pour refaire 1h30 de show? Il y a eu des soirs. On a un rythme. Ton corps, il se remet en pilotage automatique. On a une machine incroyable. C'est-à-dire que le corps est une machine incroyable. Déjà, on s'habitue à beaucoup de choses. Le rythme, les rythmes, quels qu'ils soient, de sport et tout. Plus on le fait, plus le corps s'habitue. Donc, on connaît ses limites. On sait certains soirs, on est très fatigué. On sait qu'il y a certains mouvements ou certains passages du spectacle où il faut faire plus attention que d'autres parce que ça va être un moment où on risque de se blesser un peu plus. On est aussi tributaire des partenaires avec lesquels on danse, qui eux aussi ont des soirs où ils sont un petit peu plus fatigués que d'autres. Donc c'est un travail d'équipe. On essaye de se soutenir les uns les autres comme on peut. Et puis, c'est le corps. En fait, on sait qu'on va travailler, on va danser pendant 3 heures. C'est une soirée qui va en faire 5, mais on va danser pendant 3 heures. Pendant ces 3 heures, t'es conditionné. On est conditionné, exactement. Ce truc de fou. Donc tu trouves le rythme dans ton corps de jusqu'où tu peux pousser, même si évidemment on donne tout ce qu'on peut sur scène, mais on connaît nos limites aussi. Donc t'es conditionné à tel point que le soir du Bataclan, t'es sur scène. Oui. Tu entends en arrière-cour, dans les coulisses. Dans les coulisses. Ça pète, ça a pété là-bas. Tout à fait. Comment tu es sur scène et comment tu vis ça? Et là, on arrive à, je pense, un des passages les plus marquants de ma carrière de danseuse et les plus bouleversants. Je suis entre 2 tableaux, je vais me changer en coulisses, donc on a des habilleurs qui sont là et qui, eux, ont accès à leur téléphone, chose que nous, non, ils sont en loge, on voit rien, nous, on est dans notre bulle. Et là, l'habilleuse me dit... ça a tapé au Stade de France. Ah bon, qu'est-ce que... Oh là là, ok. Je pars faire mon numéro, je reviens, je me change. On parle peut-être d'un quart d'heure plus tard. Ouh là là, il y a apparemment tel bar qui a aussi attaqué dans le 11e. Pardon, quoi? Je repars, nana. On termine le premier show, donc il est 22h30. 22h30, on est au moment du... C'est le cœur du réacteur au Bataclan à ce moment-là. Et là, comme j'étais capitaine, Donc, capitaine, ça veut dire que tout le monde te suit sur scène. Alors, capitaine, c'est une place de management dans la compagnie. Lorsqu'on est capitaine, en fait, on doit à la fois gérer tous les plannings, sachant qu'ils sont un peu différents tous les soirs entre les gens qui sont en repos, les gens qui sont blessés, les gens qui sont en vacances. Donc, il y a une vraie rotation que l'on crée, que l'on construit tous les soirs. On est 4 capitaines, il y a un capitaine pour les hommes et on avait 3 lignes de danseuses. Donc on est 4 capitaines, plus des 2e capitaines, 3e capitaines, selon évidemment si moi-même je suis en repos. En plus de danser sur scène. Exactement, plus de danser sur scène. Donc on donne aussi les corrections, on fait les auditions, on est derrière sur toute la partie management de la compagnie. Et ensuite on a la partie évidemment sur scène tous les soirs. Et donc en tant que capitaine, je monte au bureau pour faire nos réunions comme on le fait toujours à l'entracte. Et là, au lieu d'avoir nos ordinateurs, on a
écrans télé avec le truc en live. Et c'est un peu le choc de voir toute cette horreur qui est en train de se passer à 3 km du Lido, quoi. Vous entendez les coups de feu? On n'entendait pas les coups de feu, mais en fait, c'était une salle de spectacle comme la nôtre. C'est-à-dire que ce qui peut se passer chez eux pourrait se passer chez nous, peut-être 1 heure après ou pas. On ne savait pas, il y avait une espèce de vide d'informations. On avait les trucs en temps et en heure, mais on ne savait pas véritablement combien de... Où ça allait péter Exactement. encore. Ouais, ça se trouve, c'est effectivement, comme tu le dis, dans votre salle, quoi. Exactement, surtout qu'on était, nous, ces cabarets, que ce soit le Moulin, le Lido, le Crazy Horse, toutes ces belles maisons, nous représentons la liberté culturelle. Chose que ces personnes ne voulaient pas voir, en fait. En Donc tout cas, vous auriez pu être une des premières cibles. Absolument, absolument. Et là, il y a eu une vraie question de est-ce qu'on retourne sur scène pour le deuxième spectacle ou est-ce qu'on ferme ce deuxième spectacle? Donc il y a eu un dilemme terrible au sein de tout du management de qu'est-ce qu'on fait, oui, non, tous les danseurs ont été tous dans un état mais pas possible parce que puis de peur choqués, quand même, non? Puis la choqués, tout, on était j'en ai encore la voix qui tremblote quand j'en parle, j'ai encore des frissons 10 ans plus tard. Enfin, on avait une telle empathie et on comprenait en même temps tout ce qui était en train de se passer. Bref, voilà. Et finalement, la décision a été prise comme il y avait des clients qui étaient là. Et d'y aller. On fait le deuxième show. Et autant te dire que ça a été terrible. Et là, comment parce que dans la danse, comme dans pas mal de disciplines, si t'es pas dans le moment présent, tu te pètes la figure. Donc comment tu fais? Parce que tu peux pas ne pas penser à ce qui est en train de se passer à côté. À ce qui est en train de se passer, à ce qui pourrait se passer. Tout à fait. Donc comment tu gères? Qu'est-ce qui fait là encore ton corps se met en mode machine? C'est ça. Et j'y vais? Ouais, le corps se met en mode pilote automatique et là c'est le combat avec la tête sur scène parce que là du coup on se dit ok, alors on fait notre job, on est payé pour ça aussi, on est là pour amener de la bonne humeur, du plaisir aux gens et ces gens-là, ils ont payé leur place. Ils viennent voir un spectacle pour se changer les idées. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer, vu que c'est quand même beaucoup de touristes aussi. Et là, du coup, là, c'est le masque du comédien qui commence à se mettre en place. Mais je crois que j'ai jamais eu autant de problèmes à sourire que ce soir-là. Ça a été, mais oui, parce que j'avais pas l'âme qui chantait. C'était vraiment très très dur. Il y a un truc comme ça, je crois, dans mon esprit, j'ai un peu un flou de ce moment où je me souviens que je me battais avec moi-même en me disant pense à ce public qui est là pour se changer les idées. Et moi, j'étais... Qu'est-ce que ça t'a appris de toi, le fait de pouvoir continuer ce soir-là? C'est là, encore une fois, la force mentale de sortir de soi-même. Parce que là, c'est plus nous, en fait. C'est là, on fait des choses, on est dans le don de soi, d'amener, d'oublier nos propres problèmes. C'est un peu ça aussi de tous les artistes qui montent sur scène, que ce soit des comédiens au théâtre ou... voilà, il se passe des choses dans nos vies personnelles, quelles qu'elles soient, des choses plus ou moins joyeuses. Et lorsqu'on arrive sur scène, les gens en face n'ont pas à le savoir, en fait. Oui, parce qu'il y a tu as vécu un drame aussi dans ta vie. Tu as perdu ton frère à l'âge de 36 ans qui est mort en jouant de la guitare. Oui, tout à fait. Donc, syndrome de Marfan. Syndrome de Marfan, maladie cardiogénétique. Dont tu n'es pas atteinte toi, mais de nombreuses personnes dans ta famille. Tout à fait, dont mon frère et ma maman. Il avait 36 ans, il était musicien, encore un artiste dans la famille, et il était en train de faire la balance sur scène lorsqu'il est tombé net avec sa guitare dans les mains. Donc on parlait de passion. J'ai envie de dire que pour un passionné de musique c'est une belle mort. Exactement, on se console comme ça. Mais malgré tout, effectivement, ça a été un drame aussi chez nous. Enfin, ça a été quelque chose d'assez violent. On l'a pas vu arriver. Et puis surtout de découvrir que mon frère était porteur aussi et qu'on a failli perdre 6 mois plus tard, que ma mère avait eu déjà une dissection aortique 1 an avant et
On n'avait pas su que c'était Marfan à l'époque. On a cru que c'était juste une dissection aortique. Mais... Est-ce que tu crois que la danse t'a aidé à surmonter ta passion de la créa, de la danse, t'a aidé à surmonter toutes ces épreuves et comment ? La danse m'a effectivement, la passion m'a aidé à traverser ces moments. C'est un deuil évidemment qui est long, mais comme on doit se forcer, si je puis dire, à ce moment-là, en tout cas, pareil, encore une fois, le cœur ne chante pas, mais on doit se mettre dans un personnage sur scène. Ouais. C'est là où on se dit, grâce à ça, malgré tout, j'arrive à traverser en me changeant les idées, en me mettant dans quelque chose d'autre, plutôt que d'être chez moi à ruminer et à tourner ce truc dans tous les sens. Et un autre détail aussi, où là, il y a quelque chose qui m'a redonné goût à la vie quand mon frère est décédé, c'est que j'avais booké, on parlait de tribu, et j'avais booké un voyage au Brésil 15 jours avant le décès de mon frère. Je m'étais toujours dit, ce voyage, je ne sais pas pourquoi le Brésil, je m'étais dit qu'il y aura une bonne raison pour ce voyage. La danse encore. Exactement. Ouais. Mon frère décède 15 jours plus tard et mon vol était prévu 2 semaines après son décès. On l'a enterré, j'ai pris mon vol 3 jours plus tard et j'étais en plein festival de Rio. C'était volontaire, hein, je voulais y aller. J'ai eu la chance, du coup, de faire la descente du Sambodrome avec les écoles de samba. Et là, autant ça faisait 15 jours que j'étais sous le choc. Et là, j'ai vu des gens qui chantaient, qui dansaient. J'ai eu une humeur exceptionnelle, de la joie de tous ces gens et toute la musique et les percussions et le côté de communauté, d'unification. Une sorte de trance, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Et j'ai traversé ces 45 minutes de descente du Sambodrome avec des gradins, c'est 30 000 personnes. J'ai jamais fait un truc comme ça. Enfin, et je me suis retrouvée là, et là, je suis sortie de là, et j'ai senti que la joie de vivre commençait à revenir. Mais ça a été je sentis un truc, un clic où je me disais, non, mais il y a des belles choses aussi, et grâce à la danse, et grâce à la musique, et grâce à l'art, et grâce à tout ça. Tout d'un coup, tu t'es réouvert. Il y a eu un déclic où je me suis dit, OK, alors, OK, on va... On va accuser, mais je dois continuer. Exactement. Bon, on aurait pu parler encore des heures parce que tu as réalisé des documentaires, justement, tu es allé voir des peuples à la rencontre d'autres danses. Oui, tout à fait. Peut-être un petit mot pour conclure sur ce que ça t'a apporté et sur peut-être l'ouverture que ça t'a donnée. Oui, j'ai eu la chance de partir en Papouasie et de faire partie d'un très beau documentaire qui s'appelle Danse avec les Papous, réalisé, écrit par Marc Dosier et Jean-Marie Barrère. Et ce documentaire était la rencontre de cette tribu de plumes qui, eux, portaient des plumes. Enfin, c'était les hommes qui portaient des plumes, alors que nous, danseuses de cabaret, ce sont les femmes essentiellement qui portent des plumes. Une rencontre, c'était un peu un choc, un choc des cultures, mais passionnant, où on les a vus avec tout ce travail traditionnel de préparation de leurs chapeaux, de leur tenue. Donc on a dansé au sein de 2 festivals, dont le plus grand festival de tribus en Papouasie, qui rassemble toutes les tribus, qui avait été créé par un colon dans les années 70 pour pacifier toutes ces tribus qui à l'époque étaient un peu cannibales. Et il se passait quand même des choses un peu bizarres. Donc le choc des cultures quand même. Ah ouais. Aujourd'hui ils ne le sont plus, mais en tout cas c'est par la danse qu'ils ont pacifié ces tribus. C'est dingue. Donc ça c'est un sujet extrêmement intéressant, on pourra en parler on pourra faire un autre sujet là-dessus, comment la danse nous permet de... Et font évoluer les peuples. Et à la suite de ça, j'ai écrit un documentaire qui était la rencontre justement
des peuples à travers la danse. Et je suis partie en Inde, tourner pour France 5. Et ça s'appelle Entrer dans la danse. Et on a fait ça au Rajasthan et à Mumbai, entre évidemment Shiva, les danses traditionnelles indiennes, Bollywood, enfin... super. Tu as fait tellement de choses. Si aujourd'hui j'ai une baguette magique, tu auras envie de faire quoi? Qu'est-ce qui te fait encore rêver L'objectif, et on verra si j'y arrive, mais c'est vraiment mon spectacle là maintenant. Un spectacle que tu vas monter en plus de ta boîte. Ouais. Là, c'est vraiment ma patte et mon spectacle. Donc, objectif dans combien de temps? J'espère. C'est long comme process, c'est très long. Ça n'a rien à voir avec l'événementiel pour le coup. Et tu veux monter un spectacle, mais qui sera une forme de performance aussi? Là, ce sera vraiment un spectacle, pour le coup. Avec quoi? De la danse moderne, contemporaine? Il y aura un peu de cirque, de la danse contemporaine, de la musique. Comédie musicale aussi un peu? Ce ne sera pas une comédie musicale, ce sera un peu hybride, mais je te tiendrai au courant, évidemment. C'est un process. Qui sont les gens qui t'ont fait... je ne sais pas pourquoi, quand tu me penses de ça, je suis allée voir la comédie musicale MJ à Broadway. Ok, ouais. Tu l'as pas vu? Non. Sur Michael Jackson? Non. Quand tu vois danser Michael Jackson, c'est quand même un truc de fou. Bah, oui. Quels sont les mecs qui te font... triper, tu vibres quand tu vois leur chorégraphie. Moi, je mets Michael Jackson, là, je danse tout de suite. Hein. C'est vrai? Ah, mais je crois qu'il a été un peu inspiré à l'époque par Bob Fosse, je crois. Ah, je sais pas, mais moi, j'entre en transe direct. Alors, Bob Fosse, qui n'est plus de ce monde, mais qui fait partie des gens extrêmement talentueux, qui a été chorégraphe, réalisateur, qui a fait des trucs absolument incroyables, et je recommande chaudement d'aller voir ses films. Et ses réalisations, parce que c'est vraiment très très bien. Aujourd'hui, j'ai quelques metteurs en scène que je trouve vraiment exceptionnels, notamment James Tiré, petit-fils de Chaplin. Ah oui, d'accord. Oui, je me disais, je connais, d'accord. Qui est très très bon et qui a plein de casquettes. Il est compositeur, il est chanteur, il est danseur. Je crois que je sais plus. Mime aussi, non? Oui, tout à fait. Mime. Il fait un peu d'aérien. Il touche à tout, assez incroyable. Dans les grands metteurs en scène, il y avait, on en a parlé rapidement, mais Franco Dragone avec qui j'ai Soleil, voilà, et après qui a monté sa propre boîte et qui avait fait le show de Céline Dion, qui a fait de très beaux shows à Vegas. Le Cirque du Soleil, c'est... Exactement. Alors, pas tous les spectacles, hein, mais il y en a, c'est la claque. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un de mes préférés, c'est Corteo. C'est un Italien qui l'a fait en mise en scène qui est magnifique, qui est plus sur le sujet du rêve, donc c'est très aérien, il y a plein de poésie. Et puis ensuite, il y a Bob Wilson aussi, avec qui j'ai travaillé, grand metteur en scène de théâtre, mais qui travaille avec la Scala, l'opéra, enfin plein de différentes très belles institutions. Et puis après, là, un que j'ai redécouvert assez récemment, c'est Castellucci, un Italien aussi, mais tellement pointu. Tu regardes beaucoup, tu t'inspires beaucoup? Oui, tout à fait. Et après, en chorégraphe pur et dur, effectivement, aujourd'hui, il y a plein de talents. J'en ai pas un là comme ça tout de suite qui me vient plus qu'un autre. Je suis plus sensible à de la mise en scène et de la performance artistique que purement du mouvement chorégraphique. Il y a Merzouki, il y a Merzouki, il y a Ofesh, il y a comment il s'appelle cet Israélien qui est incroyable aussi. Oh là là, attends, ça va me revenir, mais bon, on le mettra en lien. Tout à fait. Il y a plein de chorégraphes. Chez les Français, évidemment. On a Thierry Malandin, on a Préjean Cage, on a aussi... pardon, là, j'y étais pas dans ma tête, mais il y a plein de chorégraphes passionnants. En fait, on a la chance d'être en France avec une richesse culturelle. Oui, culturelle de dingue quand même, Et notamment au niveau des peintres, aussi, des expositions. Tu as choisi le verre. Le verre ne se met pas sur scène. Donc, alors, moi, j'y crois pas du tout. Alors là-dessus, ça t'a jamais porté... Non, moi, je ne sais pas parce que superstition, hein, mais je sais pas, un jour, on m'a dit, tu ne mets jamais de verre dans tes tableaux. Je me suis dit, tiens, je vais faire un tableau vert. Donc, voilà. Et tu as choisi le verre. Et j'adore ton tableau. Et ton tableau me rappelle David Hockney.
C'est très flatteur, je vais Ouais. aller. Non, il est très beau Il a et plus j'adore des le vert. bleus. Oh, il a des verts Des aussi. bleus verts, ouais, c'est Il a vrai, peint, c'est vrai, t'as il a raison. peint la campagne anglaise Ouais. magnifiquement. Il a peint, je crois qu'il a été aussi un peu en Normandie. Il y a pas mal de verts dans ses toiles. C'est justement un peu toutes ces couleurs. C'est là. gentil, Julie. Mais vraiment, il est très beau, je l'aime beaucoup. Bon, en tout cas, j'ai passé un agréable moment en ta compagnie. J'ai l'impression qu'on a effleuré, parce qu'il y aurait encore tellement de choses à raconter. Mais tu viendras nous parler de ton spectacle. Avec plaisir. Merci Julie pour ta vérité, ta force et cette lumière que tu portes malgré les ombres. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à partager, liker, repartager et mettez les commentaires. Je vous dis à très bientôt dans Hope Upon a Time. Merci beaucoup. Merci beaucoup.